Le quartier général secret d'Adolf Hitler, situé dans l'ancienne Prusse, est aussi appelé la tanière du loup. C'est d'ici qu'Hitler commanda l'attaque sur l'Union soviétique. Il passa plus de 800 jours ici à diriger les armées du Reich. Nous allons vous montrer le plan et visiter l'intérieur du plus gros bunker. Ce film raconte comment cet endroit a vu le jour. C'est grâce à des images 3D que nous allons pouvoir reconstruire les objets. Des dessins faits par ordinateur, associés à des photos aériennes, redonnent vie à l'ensemble des équipements. En 1933, le Parti national-socialiste remporte les élections et leur leader, Adolf Hitler, devient chancelier. Il obtient rapidement le soutien de millions d'Allemands, en particulier celui de l'élite industrielle. L'un des buts principaux d'Hitler était de restaurer la puissance militaire de l'Allemagne. Le 12 mars 1938, Hitler annexe l'Autriche. Celle-ci forme la partie est du Troisième Reich, qui devient ainsi le deuxième plus grand pays d'Europe, juste après l'URSS. Aux accords de Munich, les 29 et 30 septembre 1938, Neville Chamberlain réussit à faire passer un accord de paix. Dès son arrivée à Londres, il déclare avoir apporté la paix en notre temps. Mais ces accords sont rompus en mars 1939, tandis qu'Hitler envahit Prague. La Tchécoslovaquie est divisée d'une part en un double protectorat entre la Bohême et la Moravie, sujet du Troisième Reich, et d'autre part la Slovaquie, alliée d'Hitler. Le 1er septembre 1939, au cours de l'opération Fallweiss, l'armée allemande attaque la Pologne. La Wehrmacht voulait vaincre son ennemi aussi vite que possible. L'élément de surprise fut un composant essentiel de cette guerre éclair. Cette attaque, combinaison de blindés, artillerie et attaque aérienne, écrasa complètement l'ennemi, tout en permettant de prendre le contrôle de la majorité du pays. En plus des cibles militaires, même des lieux de faible importance stratégique furent attaqués, causant un grand nombre de victimes parmi les civils. L'attaque fut menée simultanément par voie maritime, aérienne et terrienne. La Grande-Bretagne et la France, alliées de la Pologne, déclarèrent la guerre au Troisième Reich sans pour autant mener d'action offensive. Le coup fatal à la Pologne fut porté par l'attaque de l'URSS le 17 septembre, après le pacte de non-agression germano-soviétique. C'est ainsi que la Pologne finit par capituler le 6 octobre 1939. Hitler continua cette guerre éclair sur l'Europe de l'Ouest. Le Danemark et la Norvège furent les premiers à capituler durant l'été 1940. Les forces aériennes allemandes ont été déterminantes dans ces batailles. Même la célèbre ligne Maginot, considérée comme impénétrable, n'a pu résister à l'attaque. Les batailles en Belgique et aux Pays-Bas,
ont permis aux forces allemandes de contourner l'impénétrable frontière du nord de la France en passant par la forêt des Ardennes. Grâce à cette guerre éclair, les Allemands entrent dans Paris le 14 juin 1940. L'un des secrets les plus importants de cette guerre a été l'existence de plusieurs quartiers généraux d'Hitler à travers l'Europe. Le plus célèbre étant celui situé non loin de la chancellerie du Reich à Berlin, aujourd'hui détruit. Celui-ci contenait tout le nécessaire pour abriter et subvenir aux besoins d'Hitler, ses conseillers et son équipe. Ce bunker, mis en service en janvier 1945, a été le dernier refuge d'Hitler. Des bunkers secrets ont été également construits dans les pays occupés. Tanière du Loup 1 en Belgique et Tanière du Loup 2 en France, à Margival, non loin de Soissons. En plus des bunkers, un tunnel spécial a été construit pour le train du Führer, Amerika, ici, à Munich-Kirchen, en Autriche. Un tunnel spécial de 900 mètres a été construit pour le train spécial du dictateur. Les dernières années, Himmler a utilisé cette installation pour son train spécial Heinrich. Un autre complexe adapté pour le train d'Hitler a été construit près de Tomaszow Mazowiecki. Les Allemands l'appelaient centre de conditionnement. Sa structure principale, un bunker de 380 mètres de long avec un tunnel, était un parfait camouflage pour le quartier général du leader. Les quartiers généraux européens étaient parfaitement connectés par voie ferrée, ce qui permettait d'optimiser les déplacements du train Amerika. Le premier quartier général d'Hitler utilisait les voies ferrées pour ses mouvements. Amerika était parfait pour effectuer de rapides actions militaires nécessitant des déplacements d'Hitler et sa présence immédiate dans les zones de guerre. Après la déclaration de guerre des Américains en décembre 1941, le nom du train fut changé pour Brandebourg. Les wagons étaient tirés par une locomotive blindée de facture moderne. Le train était protégé par des canons anti-aériens placés sur une plateforme spéciale. Selon les besoins, il pouvait être constitué de 8 à 14 voitures. En plus de la voiture salon du Führer, il comprenait des wagons destinés aux bains, aux conférences, à la communication, à la restauration, aux invités, au médical, aux officiers et à la presse. Le pacte de non-agression germano-soviétique était extrêmement fragile depuis août 1939. Hitler et Staline envisageaient tous deux un conflit. Ce n'était qu'une question de temps. Durant la phase préparatoire, le Reich mobilisa environ 3300 tanks. De son côté, l'armée soviétique rassembla le nombre effarant de 24 000 tanks sur son territoire. Au départ, l'armée soviétique était constituée de 2 700 000 soldats. Le projet initial était d'attaquer le 15 mai 1941, mais la date fut repoussée au 22 juin. Ce fut la plus grosse et la plus importante opération militaire allemande pendant cette guerre. L'URSS dominait les voies aériennes. La stratégie offensive comprenait la prise de régions clés pour l'industrie, l'agriculture et le pétrole, et enfin le centre politique de Moscou. Le plan d'attaque de l'URSS démontrait la nécessité d'un quartier général fixe pour Hitler et son équipe. Au printemps 1940, Hitler lança les recherches du meilleur emplacement pour ce quartier général.
Un emplacement stratégique devait être trouvé avant l'invasion imminente afin que le Führer exerce un contrôle direct sur les forces allemandes à l'est. L'emplacement fut trouvé en Prusse, à l'est de l'Allemagne, non loin de Rastenburg. Le quartier général principal d'Hitler requérait des exigences spécifiques. Comme la plupart des autres quartiers généraux, il devait être situé loin des grandes villes. La présence d'une forêt était cruciale afin de camoufler l'imposant complexe lors des raids aériens ennemis. Hitler adopta cet emplacement et ordonna la construction immédiate afin que le quartier général soit achevé avant avril 1941. Le chantier fut une énorme entreprise industrielle et logistique. Le quartier général d'Hitler était constitué des bureaux de son équipe et du centre des opérations, des quartiers du haut commandement, de la sécurité, de la défense active et d'entrepôts. Aussitôt fait le choix de l'emplacement, une mission de reconnaissance fut lancée. La décision fut prise de construire le complexe à l'est de la Prusse, près de Rastenburg, aujourd'hui appelé Ketzrin par les Polonais. C'était une petite ville paisible près de la frontière de l'URSS. Une forêt proche fut désignée comme l'emplacement idéal pour le quartier général du leader du Troisième Reich. Le support aérien permit d'avoir une bonne évaluation du terrain. Rastenburg fut choisi pour son terrain idéal et sa forêt dense. Le nombre de lacs, marais et marécages fut lui aussi déterminant. L'environnement naturel rendait la tanière du loup inaccessible. Pour s'assurer de la viabilité du terrain, une évaluation terrienne fut également réalisée. La sécurité du leader du Reich était de la plus haute importance. La région des lacs de Masurie était d'une beauté remarquable. Puisqu'Hitler envisageait de passer beaucoup de temps ici, la beauté de l'environnement naturel fut prise en considération. Enfin, la bonne infrastructure de Rastenburg fut un atout décisif. La proximité de la voie ferrée permettait un acheminement facilité des matériaux de construction. La ligne de chemin de fer arrivait jusqu'au milieu du quartier général. Cela permettait l'arrivée directe du train Amerika. Le train n'était pas utilisé uniquement pour le transport du Führer lui-même. Il était aussi utilisé pour le transport d'invités du Reich et de pays alliés. Quand la tanière du loup fut achevée, le train Amerika perdit son statut de quartier général principal, tenu depuis septembre 1939. Il fut remplacé par le gigantesque bunker de béton. Aussitôt que l'aéroport fut mis en service, le train ne servit plus au transport du leader. Le complexe était desservi par un aéroport situé à 5 km. Après la guerre, il fut appelé Wilamowo. Avant la chute du Reich, il s'appelait Weichnuren, d'après le nom d'une propriété voisine. L'aéroport civil fut entièrement restructuré.
Sa vocation était d'améliorer le service de la flotte aérienne et d'augmenter le niveau de sécurité des invités de la tanière du Loup. Une nouvelle piste fut construite, transformant complètement l'aéroport. Seules 2 pistes en gazon furent conservées. Des avions transportant des ordres sur le front Est et à Berlin décollaient tous les jours de l'aéroport. Weisschnurren joua un rôle important dans la tentative d'assassinat perpétrée par von Stauffenberg. Après avoir échoué, il utilisa un avion pour s'envoler vers Berlin où il fut finalement arrêté et tué. L'aéroport est également relié à la mort du docteur Teut, dont l'organisation a construit le quartier général. Son avion s'écrasa dans des circonstances inexpliquées, tandis qu'il venait à peine de décoller. Le nom de tanière du Loup, en allemand Wolfschanze, provient du pseudonyme donné à Hitler, Monsieur Wolf. Le Führer a également donné des noms similaires à ses autres quartiers généraux. La tanière du Loup, la vallée du Loup, la vallée du Loup 2 et le Loup-garou. Hitler voulait contrôler les opérations militaires. La construction du complexe débuta en 1940. Sa vocation était de devenir pour Hitler une fenêtre sur le front Est. Les habitants des environs furent délocalisés et le complexe fut camouflé en usine pétrochimique. La tanière du Loup fut construite principalement par l'organisation Teut, menée par le docteur Fritz Teut. L'organisation avait son propre camp de travail. Elle employait aussi des prisonniers et utilisait le travail forcé. Le complexe était constitué de 3 zones, en commençant par celle d'Hitler et son bunker, placé à l'intérieur de la zone 2, puis de la zone 3. Ainsi, pour pénétrer en zone 1, il fallait d'abord passer la zone 3 et 2. La zone 3, de taille imposante, contenait les locaux techniques, les entrepôts et les dépôts de carburant. Cette zone était entourée de champs de mines, de barbelés et de nombreux postes de sécurité. 3 postes de garde et des marais adjacents permettaient de sécuriser l'entrée. Le poste Est, le poste Sud, et le poste Ouest. Chaque patrouille devait inspecter le moindre recoin de la zone à chaque ronde. Les gardes devaient contrôler tout le monde dans la tanière du Loup. La deuxième zone s'étirait des 2 côtés des rails et de la route menant à Rastenburg et ressemblait à un camp fortifié. La Wehrmacht et les quartiers des officiers se trouvaient à l'intérieur de cette zone. Chaque zone était séparée par des barbelés. Les gardes de la tanière du Loup étaient équipés de l'artillerie allemande la plus moderne. Ces mesures de sécurité complétaient les protections du bunker géant. Le but principal de ce dernier étant de le protéger des attaques aériennes.
Des engins tels que des tanks et canons amphibiens transformaient le camp en forteresse. Ainsi, le complexe était protégé des attaques au sol. Les zones 1 et 2 étaient également séparées par une route en asphalte et comportaient une voie de chemin de fer parallèle avec une voie de garage. La station de chemin de fer civil fut modifiée afin de répondre à de nouveaux besoins. Tout au long de la période, les défenses furent améliorées et renforcées pour contrer les derniers développements russes dans ce domaine. La zone 1 était le cœur du quartier général. Il comprenait le plus gros bâtiment dans lequel Hitler passa presque 800 jours à contrôler l'ensemble des opérations de guerre. Le quartier général central fut conçu par les meilleurs ingénieurs du Reich. Conçu méticuleusement et raffiné dans les moindres détails, il n'avait qu'un unique usage, la sécurité du Führer et de son entourage. Grâce à une reconstitution 3D, nous vous invitons à visiter la tanière du loup à son apogée. Nous allons reconstruire les éléments clés et découvrir leur construction et équipement. Nous allons voir comment l'un des plus grands secrets de la guerre a déchiré l'Europe au quotidien. Nous allons remonter le temps et ranimer la tanière du loup, le refuge et le poste de commandement du plus meurtrier génocide de guerre de l'histoire. La tanière du loup était le troisième plus gros quartier général d'Hitler. La zone 3, zone de sécurité extérieure, comptait pour presque la moitié de sa taille. Elle était entourée d'un champ de mines de 10 km de long. Sa largeur variait de 150 à 250 mètres. D'après les standards allemands, un champ de mines était constitué d'environ 4 mines au mètre carré. Pourtant, celui de la tanière en comprenait 5 à 6 de plus. Les mines les plus utilisées étaient les antipersonnels SMI-35. Elles étaient de plus empilées sur 50 cm de profondeur. D'autre part, le bataillon Führerbegleit était disséminé un peu partout sur le périmètre. Les conditions étaient difficiles. Nuages de moustiques l'été et froid polaire l'hiver. La structure en bois des postes extérieurs ne les rendant pas plus faciles. La partie est de la zone 3 comprenait un petit aéroport. Il fut créé dans un champ voisin, adapté à cet usage. Il était destiné à recevoir un avion de type Fissler Fi-156, le Storch, qui pouvait être utilisé pour des missions médicales, de reconnaissance ou de communication. Il pouvait aussi servir pour une évacuation d'urgence. La zone de sécurité 3 était une sorte de barrière repoussant les intrus.
La zone de sécurité 2 comprenait les quartiers des soldats et des officiers. C'était le quartier général de la garde personnelle d'Hitler. Les officiers des services les plus importants du Reich vivaient également ici. Les forces de l'air, la marine, le bureau des affaires étrangères. Le ministre Joachim von Ribbentrop y travaillait lui aussi. Il fut l'un des plus éminents représentants des nazis. C'est lui qui contrôlait la déportation des Juifs dans les camps d'extermination. C'était aussi le foyer du docteur Fritz Steuth, un membre important de l'entourage d'Hitler. Lorsqu'il mourut dans de tragiques circonstances, son successeur, Albert Speer, architecte principal d'Hitler, s'y installa à son tour. Certains le soupçonnaient d'être derrière l'assassinat de Todt. La zone de sécurité 1 était le cœur du quartier général. C'était le foyer des plus hauts officiers du Reich, directement au service d'Hitler. En 1944, pendant la phase finale de la construction, l'abri de Hermann Göring y fut également installé. Göring était le commandant en chef de la Luftwaffe et le successeur du dictateur en cas de décès. Même s'il résidait rarement dans la tanière du loup puisqu'il avait son propre quartier général, beaucoup de mesures furent mises en place pour assurer sa sécurité. Son bunker comprenait des canons anti-aériens, une usine d'armes, ainsi que de puissants projecteurs. Pendant la troisième phase de la construction, la forme finale du bunker des invités fut déterminée. Il abrita Pierre Laval, le chef du gouvernement fantoche de Vichy, Boris III, tsar de Bulgarie, ou Carl Gustav Mannerheim, président de Finlande. L'un des invités importants du bunker fut Benito Mussolini, le leader fasciste d'Italie, allié du Reich. Le Duce le visita juste après sa libération de Gran Sasso, quelques heures après la tentative d'assassinat de Stauffenberg. Le bunker des invités était une construction massive. Il comportait un double plafond et des murs de 5,50 m d'épaisseur. Une taille vraiment impressionnante. Des fondations de 5 mètres de profondeur supportaient la construction de 27 à 45 mètres. En plus des appartements des invités, il comportait également un quartier des soldats, son propre service de sécurité et des soldats SS Begleitkommando, commando d'escorte. Le bunker a résisté à la dernière vague de destruction de la guerre et est toujours debout aujourd'hui.
Les gigantesques murs de béton permettent d'imaginer l'ampleur de la construction. Il était même doté d'un sauna et d'un système de climatisation et était chauffé à l'électricité. La structure de béton armé monumentale, élégamment camouflée et parfaitement gardée, était une parfaite défense contre les bombardements et les parachutistes craints par le Führer. On estime que les murs de béton occupent 1/10 de la surface au sol. En d'autres termes, cette immense structure comporte peu d'espace intérieur. Cependant, elle assurait une protection maximale pour ses hôtes. Cette énorme structure servait aussi à la propagande. Les leaders des pays alliés visitant les lieux devaient ressentir respect et admiration pour leurs hôtes. L'énorme bâtiment se devait d'être l'allégorie du Troisième Reich, puissant, moderne et invincible. Adolf Hitler, le leader du Troisième Reich et responsable d'un génocide, était obsédé par sa propre sécurité. Il se comportait comme le sauveur de la nation aryenne, un leader invaincu et un guerrier du national-socialisme. Hyperactif, étreint d'un fort désir de faire tomber l'ordre mondial existant. Pourtant, il ordonna la construction d'un bunker capable d'apaiser ses phobies. C'était particulièrement important étant donné la proximité du front Est sans cesse mouvant. La frontière séparant Hitler de son plus dangereux ennemi, Joseph Staline. Un projet aussi important que la construction d'un quartier général du leader du Troisième Reich a dû être planifié dans les moindres détails. La situation géographique ainsi que la conception furent l'objet de longues réflexions. Chaque détail fut étudié avec la précision propre aux Allemands. La sécurité du Führer, tandis qu'il commandait l'attaque du plus gros pays du monde, était une priorité. Les plafonds et les murs de béton étaient de 3 mètres d'épaisseur. 2 extensions étaient attenantes au bunker. Celle de droite servait de cuisine pour le Führer. Les quartiers résidentiels se trouvaient sur la gauche avec une salle de conférence et une zone de travail, une salle à manger, une chambre, une douche et un toilette. En 1944, le bunker fut recouvert d'une coque de béton de 3,50 m d'épaisseur. Une couche de 50 cm de sable entre les couches externes et internes du bâtiment servait à absorber d'éventuelles explosions à la surface. Ceci rendait le bunker totalement impénétrable, même aux plus grosses bombes de l'époque. Les abris des proches d'Hitler étaient placés près du centre. Le bunker du commandant des forces armées se situait près du mess et du nouveau salon de thé. Wilhelm Keitel fut à l'origine de plusieurs génocides de la Wehrmacht. Ce fut lui qui signa l'acte de capitulation inconditionnelle. Les quartiers de Alfred Jodl étaient situés non loin. Il était l'un des plus proches conseillers d'Hitler et fut responsable de la plupart des plans d'agression en Europe. Les quartiers du SS général et du secrétaire personnel du Führer, Martin Bormann, se trouvaient à côté du bunker du leader. Le bunker de Bormann fut construit en tout juste 6 semaines. Il ne l'utilisa jamais. Le bunker dédié aux communications, situé dans la zone 1, est considéré comme le symbole de la guerre moderne. L'efficacité des opérations tenant plus à la rapidité de réaction au mouvement des troupes ennemies qu'au nombre des troupes et armements. C'est pourquoi l'instantanéité des transmissions était si importante. Le bunker des communications et téléscripteurs était, selon Hitler, le centre névralgique du quartier général. La puissance du Troisième Reich était basée sur les nouveautés technologiques de l'époque. Sa pierre angulaire étant la communication,
avec les coins les plus reculés du territoire occupé. Rendu possible par le bunker réservé aux communications avec plus de 70 lignes de téléphone. En raison de son importance, c'était l'un des plus gros bâtiments de la tanière du loup. C'était un bunker de type lourd, une attention particulière était portée à sa sécurité. Si un ennemi avait attaqué cet endroit, il aurait coupé toute communication entre tous les fronts du Troisième Reich. Le bunker principal de la tanière du loup fut conçu pour l'élite dirigeante. Elle était tellement importante que durant la dernière phase de la guerre, 2 zones de sécurité supplémentaires furent créées à l'intérieur de la zone 1. Hitler vécut dans son nouveau bunker à partir du 8 novembre 1944. Son système de sécurité fut l'apogée de l'ingénierie allemande. Le labyrinthe de couloirs a été conçu pour réduire au maximum la propagation des gaz. Les mesures de sécurité anti-gaz et l'air conditionné ont été testées avec une pression de 7 bars. Renforcé durant la phase finale de sa construction, le bunker d'Hitler était un refuge de classe A. Selon les standards allemands de l'époque, c'était le plus haut niveau de sécurité existant. L'épaisseur de ses murs extérieurs était au minimum de 3,50 m. Malheureusement, la configuration des pièces n'était pas simple. La construction du bunker fut coûteuse et compliquée. Les 2 mètres de hauteur de l'espace de vie étaient recouverts de 2 à 5 mètres de béton. Une épaisseur de gravier de 50 cm servait à absorber les explosions et à prévenir les fissures des murs. L'épaisseur du mur intérieur était vraiment impressionnante. Il y avait 8 bons mètres de béton au-dessus de la tête d'Hitler. Jetons un œil à la maquette afin de saisir vraiment l'étendue de la construction. L'Opel Blitz était le modèle le plus commun de camions allemands. Sa hauteur était de 2,50 m. C'est la taille d'un homme de très haute stature. Le bunker du leader faisait environ 2160 mètres carrés au sol. Pourtant, sa surface de plancher ne faisait que 432 mètres carrés à peine. Cela donne une idée de l'épaisseur de ses murs intérieurs. Tandis que la surface de ces 2 annexes était de 352 mètres carrés. Le complexe fut agrandi en réponse à l'avancée technologique ennemie. Il fut estimé que le bunker d'Hitler pouvait supporter une explosion de type Grand Slam, la bombe la plus puissante de la Deuxième Guerre mondiale, de près de 10 tonnes. La tanière du loup était visitée par beaucoup d'autres éminents du Reich. Hitler avait donc besoin d'un bureau approprié pour ses visites. Une pièce de 2,80 m sur 3,50 m entourée de murs de 3 mètres. Le Führer a décoré beaucoup de soldats et d'officiers dans cette pièce assez simple qui ne comportait aucun effet personnel. Hitler était très protecteur de sa personne et ne quittait quasiment jamais ses quartiers. Il commandait le Reich depuis son bureau principal, même si les conditions de ses appartements, telles que la forte pression atmosphérique et l'absence de lumière naturelle et d'air frais, n'amélioraient pas sa santé. Le bunker d'Hitler était le plus vaste de la zone 1. Cependant, celui de Göring, non loin, mérite d'être mentionné. Il était un peu plus petit que celui du leader, puisque l'officier du Reich ne l'habitait que de manière occasionnelle. La première couche et le gravier en augmentent la taille. Comme pour tous les autres bunkers fortifiés,
Le béton armé en est le matériau principal. Des murs de 3,50 m d'épaisseur donnent une impression saisissante. Le faible ratio de surface habitable comparé aux couches de protection nécessite des extensions complémentaires. Quand on jette un œil au schéma, on se rend compte combien étaient solides ces sécurités et combien ce projet était sophistiqué. La construction a été renforcée avec du béton et des poutres d'acier. Elle était de ce fait extrêmement résistante et pouvait supporter une attaque de bombes. En plus de cette couche de béton armé, on trouvait des canons anti-aériens et des projecteurs. Maintenant, regardons du côté des fondations. Pour que le bâtiment tienne sur un terrain humide, il avait besoin de fondations extrêmement solides. Ce type d'abri comporte des fondations de 3 à 5 mètres de profondeur qui doivent supporter des bâtiments de 10 mètres de haut. Ces fondations ont été à l'origine de beaucoup de mythes. Après la guerre, nombre d'aventuriers et de journalistes tentèrent de les fouiller. Ils firent chou blanc, mais commencèrent à répandre la légende de l'existence de niveaux souterrains abritant des nazis cachés. La vue du dessus du complexe est fantastique. C'est l'un des bunkers les mieux préservés du Loup. Le bunker des invités est censé représenter le Reich. Il avait aussi besoin d'être extrêmement sécurisé. Aussi, son toit était constitué d'un fossé rempli de terre où de l'herbe et des arbres furent plantés. Ce type de camouflage était utilisé sur plusieurs bunkers de la tanière du Loup, bien que celui des invités fût le mieux camouflé. Le bunker des communications était appelé le cerveau du quartier général. La circulation de l'air dans un bâtiment de cette importance est une problématique. L'air y était ventilé et filtré au charbon. Ensuite, il était tempéré, purifié chimiquement et enfin filtré à nouveau. Les ventilations étaient également équipées de capteurs de gaz. Le Führer crut jusqu'au bout à la victoire, bien que son entourage s'attendait à une défaite imminente. Ainsi, ils se préparèrent à l'éventualité d'une évacuation rapide. L'année 1944 fut d'une importance capitale dans l'histoire de la tanière du Loup. Au maximum de sa capacité, elle eut son dernier moment de gloire. Le travail de maintenance se poursuivit jusqu'au jour de l'évacuation. La construction des futurs éléments stratégiques fut achevée. Le bunker de Göring, l'abri anti-bombe d'Hitler, le bunker des invités, et pour finir, le bunker des communications.
Des démineurs placèrent des charges explosives à des endroits stratégiques de la tanière du loup. La construction du bunker fut arrêtée le 20 novembre 1944 sur un ordre d'évacuation. Afin de ne pas le laisser aux mains des Soviétiques, l'opération de démolition Inzelsprung fut lancée. « 10 tonnes de TNT furent utilisées. Le 27 janvier 1945, les Soviétiques prirent la tanière du loup. Même après la guerre, les démineurs polonais mirent beaucoup de temps à retirer les charges explosives mortelles cachées sous terre. Certains y perdirent la vie. Voici le bunker d'Hermann Göring, 68 ans après la guerre. On peut y observer une fissure en biais caractéristique aux explosions. Le dépôt d'armes vides permet de se rendre compte de l'étendue de l'armement sur le toit du complexe. Il est également notable de voir qu'après l'explosion et maintes années d'exposition à l'air, le bunker reste en excellente condition. On peut encore aller d'un corridor à un autre. On peut se demander à quoi ressemble le bunker d'Hitler à ce jour. On peut facilement voir l'effet qu'il produit aujourd'hui. Au lieu de blocs de béton, ces murs robustes ressemblent à des tas de rochers. L'explosion interne a fait s'effondrer le plafond. Les vestiges de la construction sont éparpillés tout autour. Les poutres de métal proéminentes permettent de se rendre compte de l'épaisseur des murs du quartier général. Seul le mur frontal rappelle la fonction initiale du bâtiment. Vu de haut, le bunker des invités semble largement détruit. L'explosion a causé l'affaissement du plafond, entraînant la destruction de l'intérieur. Pourtant, en y regardant de plus près, on peut avoir l'impression que la structure est plutôt bien préservée. Le bunker des communications a été lui aussi presque complètement détruit. L'équipement a été enlevé et une explosion a dévasté l'intérieur.
Cela permet de se rendre compte du savoir-faire des équipes de démolition allemandes. Il est quasiment impossible de reconnaître les équipements du quartier général. La construction de la tanière du Loup fut commandée par Adolf Hitler. Elle fut également détruite sous ses ordres. Bientôt, le Troisième Reich partagea son sort. Le créateur du sinistre régime se suicida. Après être tombé dans l'oubli durant de nombreuses années, le complexe est devenu un haut lieu touristique de la région. Le parcours à travers les ruines permet aujourd'hui de visiter en toute sécurité une partie du complexe qui renferme encore de nombreux secrets.